et c'est Alain Dikoff qui nous va présenter sur la comparaison dans le domaine des airs, un regard des politistes. Alain Dikoff est directeur de recherche au CRNS et directeur du Centre d'études et de recherche internationale de la Sciences Po, ici à Paris. Il est spécialiste du Moyen-Orient et je pense qu'il a publié beaucoup sur le conflit israélo-arabe et aussi sur le nationalisme arabe. Et ensuite, je vous donne le microphone. Alors, en effet, mon propos est, je dirais, clairement annoncé dans mon titre. La comparaison, d'abord. Donc, je vais tenter de dire, non pas ce que c'est nécessairement le comparatisme dans toute sa complexité, mais à mes yeux, ce que ça signifie dans le domaine qui m'intéresse au premier chef, qui est celui de la science politique. Donc la comparaison dans le domaine de la science politique et dans le domaine des airs. Bon, pour ceux qui étaient présents hier à l'INALCO, ils ont noté que dans mon titre, je n'ai pas mis d'adjectif, et ça n'est pas un oubli du tout, mais c'est parce que, comme j'ai eu l'occasion de l'expliciter hier, la notion d'air culturel me paraît problématique, et encore davantage quand on interroge à partir du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire qui est celui d'un politiste. Alors, l'étude des airs, que, en ce sens-là, je préfère appeler régionale, elle se situe de façon générale dans une perspective interdisciplinaire. Les airs ne sont pas une discipline. C'est un lieu, je dirais, pour le moment, dans lequel plusieurs disciplines sont appelées à se rencontrer et à aussi se fertiliser en quelque sorte réciproquement. Donc, d'emblée, une perspective interdisciplinaire, mais du fait de la structuration même du savoir académique dont Caroline Postelvinet a parlé hier soir, par exemple, qui est finalement relativement récente, à l'échelle, en tous les cas, d'un temps long, cher à Braudel, disons à partir du milieu du XIXe siècle, pour l'essentiel, en tous les cas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Donc du fait même de la structuration de ce savoir académique, les spécialistes de tel ou tel aire ne peuvent pas faire l'économie de se situer par rapport à une discipline de rattachement. Et donc, en ce sens-là, je dirais que les aires ont besoin des disciplines des sciences sociales pour leurs concepts et leurs méthodes, et donc pour la compréhension des sociétés étudiées. En sens inverse, les disciplines des sciences sociales ont besoin des airs pour soumettre à la critique leurs fondements intellectuels qui sont historiquement, indéniablement, je dirais, euro-américains en quelque sorte, et donc pour permettre de construire, autant que faire se peut, des approches alternatives de compréhension des phénomènes sociopolitiques. Donc, on pourrait dire en ce sens-là que les aires et les disciplines se trouvent dans, ou devraient en tous les cas se trouver dans une position dialectique, parfois certainement dans une certaine tension, mais je dirais que tant que la tension est productive, cette tension me paraît tout à fait acceptable. Le tout, c'est qu'en effet, cette position dialectique fonctionne et qu'on en arrive, pour reprendre la formule de Hegel, à une position de Aufhebung, de dépassement. Alors pourtant, je dirais que, ayant dit cela en guise de préliminaire, aujourd'hui, la relation entre les aires et les disciplines des sciences sociales, alors je précise des sciences sociales parce qu'il me semble, après avoir écouté en particulier quelques interventions hier, que la perspective qui peut venir de ce qu'on pourrait appeler les humanités est certainement différente. Et peut-être aussi dans ce sens-là plus, je dirais, plus sensible à la question, à la dénomination même d'aire culturel.
Donc, c'est pour ça que je précise bien les sciences sociales. Les relations entre R et discipline des sciences sociales n'est pas identique aujourd'hui, me semble-t-il. Elle varie selon les disciplines. Il me semble que dans cette relation est moins compliquée et moins difficile en anthropologie, en histoire et dans une large mesure en sociologie. Elle est plus difficile, plus tendue en économie et dans la discipline que, non pas je représente en tant que telle, mais en tous les cas dont je suis, à laquelle j'appartiens à divers titres, la science politique. Et je pense que cette différence, enfin si ce constat est juste, enfin en tous les cas c'est celui que je fais moi, cette différence peut s'expliquer. Elle peut s'expliquer parce que les disciplines du style anthropologie, à l'évidence, dirais-je, du fait même de son origine, l'histoire, pour d'autres raisons, et la sociologie, comme je le disais dans une large mesure, elles sont liées, je dirais, un petit peu par nature elles s'inscrivent dans une contextualisation forte. Alors ces contextualisations portent d'ailleurs des noms. Pour l'anthropologie, c'est précisément les cultures. Pour l'histoire, ce sont les histoires, dirais-je, particulières, spécifiques. Je me souviens toujours, il y a bien longtemps, j'avais suivi le DEA de Serge Bernstein. J'avais fait ça en complément de la formation que j'avais en sciences politiques. Et j'essaie toujours de comparer, disons, différents cas. Je me souviens du cours qu'il donnait sur le totalitarisme. Et la réponse de Bernstein, de Milza, c'était toujours « oui, mais dans l'Italie fasciste, c'était différent de ce qui se passait en Allemagne ». Donc je pense que ça en dit déjà pas mal de choses, une petite anecdote, mais enfin, que d'autres ont pu vivre aussi au cours de leur carrière. L'histoire, à l'évidence, s'intéresse par nature, je dirais, à la spécificité. Et c'est vrai aussi largement de la sociologie, même si évidemment elle est un peu à la charnière. Clairement, elle s'intéresse aux sociétés particulières aussi, mais elle cherche bien sûr aussi à construire des modèles qui les dépassent. Donc, en ce sens-là, la sociologie est peut-être dans une discipline plus charnière en ce sens-là. À l'inverse, je dirais que en économie et en sciences politiques, il y a, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça, mais je crois aujourd'hui, ça me semble être une tendance indéniable, il y a une tendance à l'abstraction, une tendance à la modélisation et à favoriser également les approches quantitatives. Et en ce sens-là, une conséquence presque mécanique, un désintérêt pour les airs, dans la mesure où on considère que finalement, ça n'apporte pas grand-chose au modèle que l'on cherche à construire. Je crois en tous les cas que cette tendance est absolument indéniable en économie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'économie s'est tellement internationalisée au cours des 15 ou 20 dernières années. Mais elle est aussi réelle en sciences politiques, en tous les cas, dans un des lieux évidemment où on produit beaucoup de savoir dans ce domaine, mais pas seulement dans ce domaine, à savoir les États-Unis. Mais elle commence aussi à gagner certains pays européens, le Royaume-Uni à l'évidence, et aussi, j'ai pu m'en rendre compte tout récemment, en Allemagne. Et dans le domaine de la science politique, en effet, la vogue des théories du choix rationnel et de la modélisation formelle concourt aussi à nier finalement la pertinence des lieux, en dire que finalement ça n'est pas tellement important et qu'on peut donc repérer des processus politiques qui obéissent à des règles universelles et convergentes sans finalement perdre son temps à connaître des terrains vraiment particuliers. Alors j'ai parlé des États-Unis parce que je pense que, enfin je ne pense pas, j'en suis convaincu, c'est qu'en France, nous sommes pour l'heure, en tous les cas, épargnés par cette tendance. La raison ne tient pas à une spécificité française en quelque sorte irréductible, mais parce que la science politique française reste pour le moment fortement matinée de sociologie, justement. D'ailleurs, on parle volontiers de sociologie politique comme une sous-discipline de la science politique, sous-discipline d'ailleurs avalisée par l'agrégation de sciences politiques. Dans l'agrégation de sciences politiques, la sociologie politique est une sous-discipline reconnue à côté des politiques publiques, par exemple. Mais j'ai aussi pu me rendre compte que ce vocable même de sociologie politique était assez obscur outre-Atlantique, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose pour eux quand on dit political sociology.
Ils se demandent un petit peu ce que c'est comme... où ça se situe, finalement. C'est de la sociologie, c'est de la science politique, comment ça marche. En fait, ils n'en savent trop rien. En ce sens-là, c'est assez spécifique à la France. En tous les cas, du fait de cette ouverture, je crois encore, de la science politique française, l'inscription disciplinaire des spécialistes d'air, que ce soit en sociologie politique ou en relations internationales, est à mon avis plus aisée dans le cas français. Elle est d'ailleurs aussi, à mon sens, indispensable pour nourrir le dialogue avec ce que j'appellerais les politistes généralistes, qui sont en réalité, en tous les cas implicitement, parfois explicitement, ancrés en pratique sur des terrains qui sont pour l'essentiel euro-américains. Mais encore une fois, je crois que l'inscription disciplinaire, elle est capitale pour permettre le développement de véritables stratégies comparatives. Alors ces stratégies comparatives, d'abord, je commencerai par une tentative d'un peu de cerner ce dont je veux parler. C'est finalement important. Qu'est-ce que la politique comparée? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que la politique comparée dans le domaine des airs? Plus généralement, ça nécessite de préciser qu'est-ce que c'est la politique comparée tout court. Bon. Jean Blondel, qui est professeur émérite à l'Institut universitaire européen de Florence, qui a été un comparatiste qui a beaucoup compté dans notre discipline, précisément, disait que le comparatisme est à la fois inévitable, ne serait-ce qu'implicitement, et en même temps difficile. Inévitable parce que étudier, par exemple, une institution, ce qu'il a beaucoup fait dans un pays donné, un parlement, par exemple, est impossible sans référence au moins implicite à d'autres parlements. C'est-à-dire que si vous étudiez le Parlement français, vous allez évidemment creuser l'étude de ce cas spécifique, mais implicitement, vous allez le comparer, même si vous ne le faites pas explicitement, vous allez le comparer au Parlement, par exemple britannique évidemment, au Parlement allemand, italien, etc. etc. Et en fait, ça signifie que, bien évidemment, si vous étudiez un Parlement précis, vous faites référence à une notion générale du Parlement, de ce que vous pensez être, pour reprendre la formule de Max Weber, évidemment, un idéal type du Parlement qui fonctionne finalement comme modèle pour comprendre la réalité que vous voulez décrire. Donc, le comparatisme, la politique comparée est donc inévitable quelque part, mais elle est aussi difficile parce qu'il convient d'élaborer pour mettre en œuvre cette comparaison, un ensemble de concepts opératoires qui permettent d'ordonner les uns par rapport aux autres un ensemble de phénomènes politiques qu'il s'agit de comparer. Et c'est là que la difficulté, en réalité, commence et parfois se poursuit pendant pas mal de temps. C'est une opération délicate car il y a beaucoup de variables à maîtriser. Alors, bien sûr, la comparaison passe par l'accumulation de données, par l'ordonnancement des données, et elle requiert, in fine, un effort de déduction, c'est-à-dire que si vous mettez plusieurs cas ensemble, si vous les comparez précisément, ce n'est pas pour le plaisir de les comparer, mais c'est pour en tirer une leçon. Il faut que vous en déduisiez quelque chose. Sinon, ce n'est pas la peine d'investir un gros effort là-dedans. Et la comparaison, en ce sens-là, n'est pas la simple juxtaposition de cas d'étude. Alors que, il faut quand même le reconnaître, c'est souvent ce qui arrive. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages, pas seulement d'ailleurs en sciences politiques, où on aligne des cas les uns après les autres. Bon, vous en sortez certainement plus savant sur un certain nombre de pays, mais in fine, il n'y a pas grand effort de comparaison qui a été entrepris. Or, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça l'intérêt finalement de la comparaison, c'est le croisement de différents cas particuliers. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la comparaison démarre véritablement. Je pense que cet effort comparatif nécessite un double ancrage réel et constant qui est à la fois empirique et théorique. Empirique, car évidemment, comparer requiert non pas, et ça je pense que je l'affirme, enfin j'assume pleinement cette position, comparer requiert non pas d'être un spécialiste de chacune des sociétés faisant l'objet des dites comparaisons, parce que sinon, en réalité,
très peu de gens pourraient, en tous les cas individuellement, faire de la comparaison, parce que si vous comparez différentes sociétés, vous êtes obligé de connaître, je ne sais pas, évidemment, bon, l'anglais, le français, l'allemand passe encore, mais si vous commencez à vous aventurer vers l'Europe centrale, vous êtes obligé de connaître toutes les langues. Bon, là, il n'y a pas grand monde qui pourra vraiment faire une comparaison. Bon, à mon avis, ça n'est pas un obstacle rédhibitoire. Parce que, comme je viens de le dire, la comparaison requiert non pas d'être un spécialiste de chacune des sociétés faisant l'objet des dites comparaisons, mais au moins d'avoir une certaine familiarité avec elles pour ne pas s'égarer. Bon, ça me paraît certain. Alors, c'est la raison d'ailleurs, parce que c'est une des difficultés, ne nous le cachons pas, bien évidemment, une façon plus facile et d'ailleurs légitime de s'en sortir est d'engager une recherche de nature collective. On se met à plusieurs, in fine, en général, ça donne un ouvrage collectif qui peut être souvent très intéressant, et on va réserver finalement à une introduction ou à une conclusion une mise en perspective comparée. C'est une démarche, encore une fois, parfaitement légitime, que d'ailleurs j'ai entrepris moi-même à l'occasion, mais évidemment, la difficulté est beaucoup plus grande si la recherche est de nature individuelle. Le défi sera plus grand, car il faudra précisément acquérir cette familiarité avec différents terrains. Cela dit, je pense que c'est faisable. C'est faisable, et on a, dans le domaine qui m'intéresse ici, de bons ouvrages de politique comparée. Donc, ancrage empirique, mais aussi ancrage théorique. Le cadrage théorique est capital quand on fait du comparatisme dans le domaine de la science politique. C'est vrai aussi des autres sciences sociales. Si, par exemple, on veut élaborer une typologie comparée des régimes démocratiques, eh bien, cette typologie requiert l'élaboration d'un modèle théorique qui va, par exemple, intégrer la dimension institutionnelle, le système des partis, la configuration de la société civile. C'est une tâche qui est difficile, mais je crois qu'elle n'est pas impossible. En tous les cas, la clé du succès d'une comparaison réussie, c'est pour moi l'articulation entre la recherche empirique et la réflexion théorique, l'alliance entre le concret et l'abstrait. Je ne voudrais pas ici m'aventurer dans des terrains qui me sont plus étrangers, mais sur un terrain que je connais mieux, à savoir le Moyen-Orient, on a, je crois, des travaux qui ont été faits où on étudie par exemple l'État et la démocratie en faisant véritablement du comparatisme. Je citerai juste par exemple les travaux de John Waterbury et d'Alan Richards sur l'économie politique du Moyen-Orient, qui est, à mon sens, une réussite dans le domaine d'une véritable comparaison. Alors, je dirais d'ailleurs que, grosso modo, il me semble que le danger qui guette est plus la surévaluation de la dimension empirique que l'inverse, que la surévaluation de la dimension théorique. C'est-à-dire qu'il y a souvent un risque dans des entreprises de type comparative qu'on ait beaucoup d'empirie, mais finalement une sous-évaluation théorique qui, à mon avis, est gênante. Et ça, c'est, me semble-t-il, un travers qui existe, pas seulement d'ailleurs en sciences politiques, mais qui existe aussi en anthropologie, peut-être encore davantage. C'est-à-dire que la fascination pour le terrain peut se révéler un piège pour le chercheur, s'il ne parvient pas à avoir la distance et à cadrer théoriquement ce qu'il cherche à démontrer. Deuxième grand point que je voudrais aborder, c'est comment faire de la politique comparée dans le domaine des airs. Ça veut dire d'abord quelle stratégie de recherche déployer. Ça, c'est une vieille question qui est de savoir est-ce qu'il faut comparer des cas similaires ou des cas différents. Je dirais tout simplement, ça dépend ce que l'on cherche. Ainsi, dans l'étude, par exemple, de l'autoritarisme en Amérique du Sud, puis dans la marche vers la démocratie de l'Amérique du Sud, on a une comparaison entre des pays qui, bon, à l'exception du Brésil et d'autres petits pays, ont été marqués par un même héritage historique colonial et qui partagent quand même beaucoup de traits culturels communs. Donc là, on peut mesurer des convergences, divergences à partir d'un background qui est similaire. Je ne dis pas évidemment identique, mais qui est similaire. Dans cette logique-là, évidemment, on tient pour implicitement acquis qu'il y a des facteurs communs entre les différents cas étudiés. Mais en sens inverse, on peut aussi partir de backgrounds historiques et culturels différents pour rechercher des proximités et des variations autour de l'étude d'un même phénomène. Bon,
pour rester un petit peu en lien, justement, c'est-à-dire, je reviendrai à plusieurs reprises, pas par hasard évidemment, parce qu'il y a eu pas mal de travaux justement en sciences politiques qui ont été faits dans ces domaines, donc mes exemples ne sont pas aléatoires. Il y a eu des travaux, à mon avis, très intéressants sur de comparatismes fructueux qui ont comparé précisément des systèmes dits à pluralisme limité en Amérique latine et dans le monde arabe. Bon, parce que là, on est évidemment dans des zones géographiques et dans des trajectoires sociopolitiques très différentes, avec très peu d'interactions dans la réalité, hein, mais où quand même on peut faire du comparatisme, je crois, utilement. Le deuxième, l'autre question, qui est d'ailleurs un lien avec la question de quel type de cas il faut privilégier, des cas similaires ou des cas différents, c'est évidemment dans quel espace effectuer la comparaison. Dans le fond, j'ai déjà un petit peu... cette question recouvre en partie la question précédente, puisqu'en effet, là, on a le choix entre comparaison au sein d'une zone géographique déterminée, avec des pays qui sont en général contigus géographiquement, pas toujours, mais qui sont généralement quand même contigus territorialement, et qui ont des traditions historiques, ou en tout cas des trajectoires historiques relativement semblables. Cela dit, je pense que le comparatisme est plus riche encore s'il s'inscrit dans une perspective inter-ère, si je puis dire, c'est-à-dire qui sort d'une ère particulière, mais qui compare des aires différentes, car là, elle va véritablement permettre la comparaison d'interroger des concepts généraux, hein, du style, évidemment, de ceux qui nous intéressent en sciences politiques, comme régime, parti, État, etc. Et donc, à partir de terrains particuliers, on peut faire un va-et-vient de terrains à la fois particuliers et finalement assez différents, a priori. On peut faire un va-et-vient pour véritablement interroger des concepts généraux comme ceux que j'ai explicités. Je donnerai 2 exemples pour illustrer mon propos, qui concernent d'ailleurs tous deux l'Europe, que je ne sais plus trop comment appeler, mais enfin, qui était l'ancienne Europe de l'Est. Le premier exemple concerne la transition vers la démocratie dans les années 90. Je sais que le paradigme dit transitologique a été critiqué par certains, mais je pense malgré tout que les travaux comparatifs menés par ceux qui avaient initialement travaillé sur les transitions démocratiques en Amérique latine ou dans l'Europe du Sud ont été souvent fort précieux pour comprendre la transition à l'Est. Les étapes qu'elle a traversées, les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Ici, évidemment, je pense aux travaux de Juan Lins et de Hal Stepan, ou aux travaux de Philippe Schmitter ou de Guillermo O'Donnell, qui étaient tous des spécialistes de l'Amérique latine et ou de l'Europe du Sud, et qui ont beaucoup contribué à la réflexion aussi sur la transition à l'Est. Et par-delà les différences de trajectoire, finalement, c'est la même question de la libéralisation et de la stabilisation démocratique qui se posait bel et bien dans des termes, je dirais, relativement similaires, nonobstant les différences de contexte historique, culturel et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ça un des points centraux de ce que je veux essayer de communiquer aujourd'hui, c'est que, je dirais, c'est ça le comparatisme à son meilleur, à mon sens. C'est-à-dire comment, à partir de cas particuliers, des trajectoires encore particulières, on parvient véritablement à faire un travail de dépassement heuristique pour véritablement poser des questions de nature générale, en l'occurrence là sur les transitions démocratiques. Le deuxième exemple que je voudrais donner très rapidement concerne la mobilisation des ethnicités et les mobilisations nationalistes. Là aussi, je pense que les travaux sur le nationalisme qui avaient en particulier émergé dans les années 80 et qui étaient pour l'essentiel, c'est vrai, nourris par les expériences historiques en Europe occidentale, on peut penser aux travaux de Gellner ou de Anthony Smith par exemple, ces travaux-là ont été à mon sens très utiles pour comprendre le développement des nationalismes à l'Est dans les années 90 et ultérieurement. Et d'ailleurs, certains collègues ont pu précisément tenir les deux bouts, c'est-à-dire partir finalement de l'Ouest pour finir à l'Est. Je pense en particulier aux travaux sur le nationalisme de Rogers Brubaker de UCLA, qui avait commencé par travailler sur la France et l'Allemagne et qui a fini par travailler sur ce qu'il appelait The New Europe, c'est-à-dire l'Europe qui était sortie des décombres du communisme.
Et donc, en ce sens-là, je crois que les apports des théoriciens, aussi bien de la transition démocratique que j'ai pu évoquer, ou du nationalisme, qui venaient finalement de l'extérieur, à l'ère considérée, ont été particulièrement utiles pour les spécialistes de l'Europe orientale. Et inversement, les travaux menés par ces spécialistes de l'Europe orientale au cours des 20 dernières années ont permis de nourrir, d'affiner, d'enrichir les approches théoriques sur le nationalisme et la démocratie. En ce sens-là, je pense qu'on a là de bons exemples d'aller-retour, somme toute réussis, entre l'approche disciplinaire et l'inscription dans des aires régionales qui permettent précisément ce que j'appelle un comparatisme fructueux et apaisé. Donc le comparatisme demeure un défi. Là, je serais tout à fait d'accord avec Jean Blondel que j'évoquais il y a une dizaine de minutes. Un défi difficile, mais c'est un défi stimulant et c'est, à mon sens, un défi qui est plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup.